C'est bon. Donc, merci de m'avoir invité à présenter le projet Biocidatum lors de ces webinaires. Donc, moi, je suis Adèle Bressy, je suis chargée de recherche au laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains, qui est un laboratoire commun à l'École des Ponts et à l'Université Paris-Créteil. Et donc, le LESU fait partie du projet EGOO. Et on souhaitait présenter le projet Biocidatum parce qu'il y a des sujets, je pense, qui pourraient être en interaction entre les deux projets. Donc, c'est un projet qui a été financé par l'ANR, c'est un projet jeune chercheuse qui a commencé en 2021. Voilà. Ça ne défile pas. Voilà. Donc, quelques éléments de contexte. D'abord, je voulais définir ce que c'était qu'un biocide, parce qu'il faut vraiment différencier est-ce que c'est une substance biocide ou est-ce que c'est une substance à usage biocide. Donc, pour moi, c'est une substance biocide, d'un point de vue étymologique, c'est une substance qui tue la vie, donc biocide. Et pourquoi est-ce que je fais cette distinction? Parce que les usages biocides, et quand généralement les personnes qui sont habituées au réglementaire parlent de biocides, c'est uniquement les substances réglementées par le règlement européen des produits biocides. Donc, il définit les produits biocides comme des substances ou des préparations destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre par une action chimique ou biologique. Et donc, ça définit certains usages de façon très précise, comme les désinfectants, produits de protection des matériaux, la lutte contre les nuisibles et autres produits biocides. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces mêmes substances biocides qui étaient définies par le règlement biocide pouvaient avoir d'autres usages et donc être réglementées par d'autres réglementations. Et donc, il y a une distinction réglementaire avec les utilisations en tant que pesticides, donc phytopharmaceutiques, dans les cosmétiques ou dans les produits vétérinaires. Donc, certaines substances, donc moi j'appelle ça des substances biocides dans leur ensemble, ont plusieurs usages et donc plusieurs réglementations associées. Et donc, certains phytopharmaceutiques qui ont été interdits en tant que pesticides et qu'on retrouve encore dans les milieux récepteurs peuvent être autorisés pour d'autres usages, en particulier les usages biocides. Donc, si vous avez des questions ou des détails à me demander ou des précisions à apporter, n'hésitez pas à me couper pendant la présentation, c'est libre. Voilà, donc nous, au LESU, on s'est intéressé aux voies d'introduction des biocides vers le milieu aquatique, d'abord au travers d'une thèse, la thèse de Claudia Payens, qui a été soutenue en 2019. Et on avait démarré cette thèse en s'intéressant plutôt à l'aspect usage biocide dans les matériaux du bâtiment, en lien avec le temps de pluie. Et donc, on a fait une recherche bibliographique et on s'était rendu compte que sur ces substances biocides, dans le milieu récepteur, il y avait quelques données de concentration et qui étaient essentiellement liées aux substances biocides utilisées en tant que phytopharmaceutiques, donc les pesticides. En ce qui concernait le temps de pluie, on a beaucoup de documentation sur l'usage de ces substances dans les matériaux du bâti et ruissellement. Il y a lixiviation de ces substances par le ruissellement et donc leur transfert éventuel. Mais toutes ces études se font à très petite échelle, à l'échelle du bâtiment. Donc, on s'intéresse à la migration des substances dans les matériaux, à leur ruissellement pendant le temps de pluie et à leur introduction éventuelle dans le réseau d'assainissement ou leur infiltration dans les sols. En ce qui concernait les concentrations dans les eaux usées, les rejets de stations d'épuration, c'était essentiellement lié à des études sur l'efficacité en station d'épuration, mais sans vraiment faire le lien avec les usages en amont. Et donc, il y a aussi des aspects de rejet par les déverseurs d'orage. Et ce qu'on s'est donc rendu compte dans cette recherche bibliographique, c'est qu'il y avait très peu de liens entre les usages amont et les rejets au milieu récepteur, et que les concentrations qu'on pouvait trouver dans la littérature étaient surtout liées aux substances biocides utilisées comme phytopharmaceutiques. Et donc, finalement, on manquait un peu d'informations sur comment réduire ces substances en fonction de leurs usages. Donc, dans cette thèse, on a identifié et priorisé certaines familles de substances biocides, contenues au départ dans les matériaux de construction, mais au final, après, on s'est rendu compte que les usages étaient souvent mixtes. On s'est intéressé à la dynamique de ces substances à l'échelle de l'agglomération parisienne pour essayer de comprendre l'origine et le transfert de ces biocides vers le milieu aquatique. Donc, on avait sélectionné 18 substances biocides classées en différentes familles. Donc, les isothiazolinones, des carbamates, des phénylurées, des triazines, des ammoniums quaternaires, des azoles et le mécoprop, donc qui est un phénoxyacide. Donc, vous reconnaîtrez certaines de ces substances comme étant des phytopharmaceutiques
connus et interdits maintenant, comme les diurons, les isoproturons. Voilà. Donc, on a échantillonné des rejets urbains, donc des rejets urbains dans SEC, les stations d'épuration, à Seine-Centre, et partant de pluie, donc le déverseur d'orage de Clichy. On s'était aussi intéressé à un rejet d'eau pluviale stricte dans Paris, mais qui s'est avéré finalement être extrêmement contaminé en eau usée, donc ça, on n'a pas d'échantillon d'eau pluviale stricte dans cette thèse. Et on a échantillonné dans le milieu récepteur, en amont de Paris, donc dans la Marne et dans la Seine, et en aval de Paris, au fond Saint-Ouen. Et on a fait nos analyses en chromatographie liquide complète spectrométrie de masse interne. Donc très rapidement, quelques résultats de cette thèse qui ont été en fait à l'origine du dépôt du projet BioSidatum. Donc ici, vous avez des concentrations totales moyennes en violet dans les déversoirs d'orage de Clichy. Donc c'est un mélange d'eau usée non traitée et d'eau pluviale qui sont déversées dans le milieu récepteur avec très peu de traitement lors des événements pluvieux importants. En jaune, vous avez les rejets de la station d'épuration, les eaux usées d'entrée de Seine-Centre, et en vert, les rejets de la station d'épuration. Donc, le premier constat, c'est que sur toutes les molécules qu'on a sélectionnées, elles sont toutes mesurées dans tous les types d'eau urbaine qu'on a échantillonnés. Donc, l'échelle est en nanogrammes par litre, mais en échelle logarithmique. Donc, on peut distinguer que la famille des benzalconium, donc c'est différentes scènes, c'est 12, c'est 14, c'est 16, mais c'est la même famille, sont extrêmement prépondérants en termes de concentration. Et se retrouvent dans tous les types d'eau, que ce soit en entrée et en sortie de station d'épuration ou dans le déverseur d'orage de Clichy, avec finalement peu de différence de concentration entre les différents types d'eau, quand on voit la barre d'erreur, enfin la variabilité plutôt. On a une deuxième famille qui ressort, ce sont les isothiazolinones. Donc la MIT, c'est la méthylisothiazolinone, la benzisothiazolinone. Après la CMIT et OIT, c'est le chlorométhylisothiazolinone et l'octylisothiazolinone, et la dichlorooctylisothiazolinone. Et on a d'autres substances comme les diurons, carbenzamine et mécoprop qui sont censées être interdits en tant que phytopharmaceutiques, mais d'autant plus en milieu urbain, qui sont les milieux échantillonnés dans cette étude, mais qui se retrouvent quand même en forte concentration dans tous nos types d'eau. Donc le constat, c'est l'ubiquité de ces biocides dans les eaux urbaines parisiennes, et donc là j'en parle très rapidement, mais un traitement qui n'est pas efficace en station d'épuration, puisque ce n'est pas les substances qui sont effectivement visées par les traitements actuels, mais on a peu de différence amont-aval, sauf pour le diuron. Non, pas pour le diuron, justement. Pour les isothiazolinones, on a une efficacité de traitement, mais pas pour les autres substances. Voilà, donc un deuxième, notre type d'interprétation des résultats qui a été faite, on s'est intéressé au déversoir de Clichy, et on a essayé de représenter les concentrations en biocides mesurées dans le déversoir d'orage en fonction de la proportion d'eau pluviale dans l'échantillon qu'on a estimé à partir de la conductivité. Donc, on a trois types de comportements en fonction des substances. On a une tendance croissante à la concentration de biocides en fonction de la proportion d'eau pluviale dans le déversoir. Donc, ce qui nous fait dire que pour ces substances-là, on a des concentrations qui sont plus importantes dans les eaux pluviales, donc un apport plus important par le pluvial que par les eaux usées, donc éventuellement lié à leur utilisation dans les matériaux de construction ou un épandage, mais qui normalement ne devrait pas avoir lieu en milieu urbain. Pour d'autres substances, une tendance décroissante avec donc des concentrations dans les eaux usées qui sont plus importantes que dans les eaux pluviales, donc un usage peut-être plutôt domestique, et pour toutes les autres substances, pas de tendance, donc une utilisation dans les deux types de circonstances, donc domestiques ou plutôt bâtiment. Donc finalement, nos molécules qu'on avait à la base choisies pour leur utilisation forte dans les matériaux de construction s'avèrent également utilisées dans la sphère domestique, donc avec un rejet dans les eaux usées. Ensuite, dans les eaux de surface, on a tracé ici pour chacune des substances leur quotient risque, donc le rapport entre la concentration mesurée dans la rivière et les concentrations prédites sans effet. Donc on a une dizaine de substances biocides pour lesquelles on a un risque modéré pour les populations aquatiques, et 4 biocides avec un risque qui s'avère parfois élevé pour les populations aquatiques, donc un dépassement de la concentration prédite sans effet. Donc c'est le cas pour les benzalconium, le
octylisothiazolinone et le diuron, pour un seul échantillon, mais quand même. Donc voilà, des substances qui peuvent présenter un risque pour les milieux. On a ensuite essayé d'estimer, donc là il faut faire quand même attention parce qu'on avait finalement une dizaine de campagnes d'échantillonnage, ce qui est un peu limite pour calculer des flux, mais on a fait une extrapolation par des méthodes statistiques, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais ça donne quand même une estimation. Et on a additionné l'amont, donc la Seine et la Marne, avec les flux aval en Seine. Et pour des biocides, on a une augmentation significative du flux entre l'amont et l'aval de l'agglomération. Et en tout cas, on n'a pour aucune des molécules une diminution significative entre l'amont et l'aval. Donc, on n'a pas voulu, vu qu'on n'avait pas assez d'échantillons, essayer de espèce de bilan par rapport aux rejets urbains, que ce soit les rejets de stations d'épuration ou les déversoirs d'orage, mais on a voulu quand même comparer les deux flux à l'échelle annuelle. Donc là encore, ce sont des estimations. Bon, c'est sans vraiment de surprise, mais les flux de stations d'épuration sont effectivement prépondérants, puisqu'en termes de volume d'eau, c'est sans commune mesure avec les rejets des déversoirs d'orage, mais on peut avoir un effet ponctuel et localisé en termes de concentration par rapport au flux, en termes de flux par rapport à ce qui passe à un instant T en Seine, en fonction de certains déversements. Donc, les conclusions de cette thèse, c'est que les biocides qu'on avait sélectionnés sont ubiquistes effectivement dans les eaux urbaines et de surface, dans l'agglomération parisienne en tout cas. Une prédominance des benzalkonium et des isothiazolinones, pour lesquels on a très peu de données dans la littérature scientifique. Un dépassement des concentrations prédites sans effet pour le benzalkonium, le diuron et le dichloroisothiazolinone. Et encore une fois, la présence de biocides qui sont interdits en tant que pesticides. Donc, ce qui met en évidence cette source urbaine, a priori domestique, ou en lien avec les matériaux de construction, même si effectivement des transferts entre les nappes et les milieux récepteurs n'est pas à... Enfin, on ne peut pas éliminer cette hypothèse, mais en tout cas, les évaluations de flux qu'on a fait montrent que la source urbaine n'est pas négligeable pour ces substances. Donc, une augmentation significative des flux de biocides entre l'amont et l'aval de Paris, donc un transfert depuis nos eaux urbaines. Par contre, la question laquelle on n'a pas encore effectivement pu répondre avec ces données, c'est quelles sont les sources quelles sources sont prépondérantes à l'échelle d'une agglomération pour définir des leviers d'action, et enfin, quelles solutions de réduction on pourrait mettre en œuvre pour essayer de limiter cette contamination. Donc, c'est les conclusions de cette thèse qui m'ont amené à proposer à l'ANR le projet Biocidatum en 2020. Donc, ce projet s'intéresse aux émissions de biocides à l'échelle de l'habitat, à l'exposition potentielle humaine et aux différentes solutions de réduction. Donc, on a 4 objectifs principaux. D'abord, estimer les émissions de biocides dans et par l'habitat urbain, évaluer si ces émissions induisent des risques sanitaires ou environnementaux, identifier les sources et donc les leviers d'action, et enfin, comparer différentes échelles de solutions pour réduire ces risques. Donc, on souhaite comparer des traitements que j'appelle amont, donc par exemple des solutions fondées sur la nature à très petite échelle, à l'échelle du bâtiment, un traitement aval qui serait un traitement ajouté en station d'épuration, des changements de pratiques de consommation ou de pratiques en général, et la réglementation. Donc, il y a 4 tâches principales dans ce projet. La première tâche vise à caractériser les utilisations de biocides dans l'habitat. Donc, on va se mettre à l'échelle vraiment d'une maison ou d'un immeuble. Et au moyen d'inventaire et d'enquête, on va vouloir définir tous les usages de nos substances biocides à l'intérieur d'une maison. Dans la deuxième tâche, on souhaite quantifier effectivement les émissions à l'échelle d'un bâtiment et pouvoir évaluer des risques sanitaires. Donc, on va échantillonner dans l'air intérieur, dans les eaux grises et dans le ruissellement. Donc, on essaie de se limiter à ce qui est les émissions primaires, entre guillemets, dans nos maisons. Sur ces échantillons, on fera des analyses ciblées pour quantifier les biocides et des analyses non ciblées pour essayer d'obtenir des informations sur les produits de transformation de ces biocides. Et à partir de ces données, essayer d'évaluer l'exposition humaine et éventuellement des risques pour la santé. Ensuite, dans la troisième tâche, on souhaite changer d'échelle, essayer d'estimer les flux, les processus de transfert et les risques environnementaux à l'échelle urbaine, donc essayer de voir, d'agrandir l'échelle jusqu'au milieu récepteur. Donc, pour cela, on réalisera des échantillonnages dans les eaux de surface et dans la nappe en ce qui concerne l'infiltration des eaux de ruissellement. Et on souhaiterait développer des modèles de changement d'échelle, donc essayer de pouvoir
à partir de nos données d'émission à petite échelle, voir ce que ça pourrait donner vers le milieu récepteur à grande échelle. Et la dernière tâche vise à évaluer les mesures de contrôle à la source. Donc, dans l'objectif du projet, c'était de voir à la fois l'efficacité, mais aussi les impacts socio-économiques, donc tout en restant modeste, parce que c'est que 4 ans un projet ANR, donc on ne pourra pas tout faire intégralement. Répondre à cette question très règlement. Donc, il y a ce que j'appelle la gestion locale, donc c'est le traitement localisé par des solutions fondées sur la nature, donc de la phytoépuration des eaux grises ou de l'infiltration du ruissellement. Des changements de pratique, donc comment on peut plutôt traiter, essayer de réduire l'émission. La réglementation en ce qui concerne les interdictions ou la substitution et le traitement aval en station d'épuration. Donc, je vais maintenant détailler un tout petit peu chacune des tâches. Oui, non, avant, donc, les partenaires du projet, donc, c'est un projet jeune chercheur, donc on ne pouvait pas impliquer plusieurs laboratoires, mais en tout cas, il y a le LESU. On a aussi demandé une collaboration avec l'INERIS, puisqu'ils sont des spécialistes en économie des changements de pratiques et l'évaluation des risques. On travaille aussi avec l'ANSES, le bureau sur les biocides, justement, puisque c'est eux qui donnent les autorisations de mise sur le marché, donc ils ont une expertise en évaluation des risques, mais aussi en sciences humaines et sociales et en économie. Pour les modèles d'émissions de biocides en ruissellement, on travaille avec l'UMT, qui est un laboratoire en Suisse, et on travaille aussi avec le CSTB pour la partie air intérieur, puisqu'ils font partie, enfin, ils pilotent l'observatoire de la qualité de l'air intérieur. Et donc, pour l'accès aussi d'études, on a plusieurs projets associés dont je vais parler après. Donc là, c'est les chercheurs du LESU impliqués dans le projet et les différents thèses et post-doctorats. Donc, on a en ce moment la thèse de Pierre Martinage qui a commencé en 2021, qui va lui s'intéresser à tout ce qui est risques sanitaires et environnementaux liés à l'utilisation domestique de biocides, donc la partie air intérieur et eau grise. Il y a Bertille Bonneau qui est en post-doctorat qui s'intéresse à l'émission de biocides dans les eaux de ruissellement et leur transfert dans les sols et les nappes. Et on a le post-doctorat d'Alexandro Arbarotti qui travaille sur les usages domestiques de biocides, la perception des risques et les changements de pratique. Et on envisage un deuxième post-doctorat ensuite sur l'évaluation socio-économique des différentes solutions de réduction, pour lesquelles on devra peut-être trouver un financement complémentaire. Donc, j'en viens aux différentes tâches. La première qui est caractériser les utilisations de biocides dans l'habitat. Donc, on a plusieurs objectifs. C'est déjà lister tous les usages de nos substances, donc en lien avec l'habitat, effectivement. De quantifier les utilisations, ce qui nous permettra ensuite de les comparer avec les émissions qu'on pourra mesurer, et éventuellement servir de nourriture au modèle à plus grande échelle. Et on souhaite également comprendre la sociologie de l'utilisation des biocides dans un objectif éventuellement ensuite de changement de pratique. Donc, les différentes actions prévues dans cette tâche. Donc, à l'échelle globale, on a commencé une recherche bibliographique, une étude des réglementations sur tout ce qui est produits de consommation qui contiennent des biocides ou matériaux de construction qui contiennent des biocides. On essaie de faire un inventaire sur les données de production, consommation, utilisation à l'échelle nationale, mais c'est assez difficile. Ensuite, on a commencé un inventaire sur des lieux de vente. Donc, on regarde dans des supermarchés, des magasins de bricolage, tous les produits et on regarde tout ce qui est dedans pour pouvoir identifier ceux qui contiennent nos substances. Et ensuite, sur tous les sites de prélèvement, on va faire des enquêtes et des entretiens auprès des habitants. Et on fera à plus large échelle une enquête sur la pratique de consommation et la perception des risques sur ces substances. Voilà. Donc, nos substances, c'est les mêmes que celles que j'ai présentées tout à l'heure, mais avec quelques familles en plus, comme les pyréthrinoïdes et le fipronil, qui sont beaucoup utilisés dans la lutte contre... Enfin, ils ont été ajoutés, parce que dans le projet BRIC, on s'intéresse aux termites, puisque c'est dans le bassin d'Arcachon qu'ils ont une problématique thermique. Donc, on a ajouté quelques substances. Donc, nous avons commencé la revue de la littérature sur toutes ces substances. Donc, pour chaque usage, on a listé tout ce qu'on pouvait trouver dans la littérature comme les molécules utilisées. Donc, en ce qui concerne le bâti, il y a beaucoup de substances, en particulier des isothiazoïnones qui sont utilisés dans les enduits ou dans les peintures, comme bactéricides ou fongicides. Les benzalconiums sont beaucoup utilisés en traitement anti-mousse de toiture.
Et on a des insecticides anti-termites, par exemple, utilisés dans les matériaux directement, donc dans le bois ou dans d'autres en traitement préventif et ou curatif. Donc ensuite, tout ce qui est phytopharmaceutique, il y a beaucoup de données dans la littérature, mais en milieu urbain, a priori, ça devrait être interdit. Ah, pardon. Et on a aussi beaucoup trouvé de choses sur les isothiazoïnones en tant que conservateurs dans les cosmétiques ou dans les produits détergents. Et ensuite, des insecticides pour les animaux de compagnie, par exemple, ou contre les moustiques. Donc, en complément de cette étude de littérature scientifique, on a regardé les réglementations pour voir lesquelles de nos substances étaient autorisées, dans quelle réglementation. Donc, on a regardé les réglementations biocides, phytopharmaceutiques et cosmétiques. Donc, je vais peut-être passer vite, mais pour chacune de ces réglementations, on a listé celles qui étaient autorisées, celles qui étaient… Donc, pour la réglementation biocide en particulier, il y a certaines substances qui sont encore en attente. Donc, tant qu'elles sont en attente d'être autorisées, elles restent autorisées. Mais elles pourraient être interdites en fonction des autorisations des différents pays membres. Et il y en a d'autres qui sont déjà interdites. Donc, je vais peut-être passer vite. Pareil donc, pour les phytopharmaceutiques. Ensuite, en milieu urbain, comme je le disais, normalement, elles sont toutes interdites. Et pour les cosmétiques, on a un certain nombre de substances qui sont autorisées avec des concentrations maximales. Donc, elles sont essentiellement utilisées comme conservateurs des produits eux-mêmes. Et donc, là, c'est un résumé des réglementations, de lesquelles sont autorisées dans quelle réglementation. Et voilà, ça va pouvoir nous aider ensuite à comprendre éventuellement les concentrations qu'on va pouvoir mesurer dans les différents échantillons. Ensuite, on a fait une enquête pour essayer d'obtenir des données de production, utilisation, consommation à l'échelle nationale. Donc, ce sont des données qui sont assez difficiles à obtenir. Donc, pour les produits biocides, le ministère nous a donné des données extraites de Simbad. Donc, c'est la quantité de produits mis sur le marché qui contiennent la substance biocide en France. Donc, la limite de ça, c'est qu'on a la quantité complète de produits, mais pas que la quantité de molécules biocides qu'il y a dans le produit. Donc, ça contient toute la formulation. Pour les phytosanitaires, donc, on a extrait des données du Bureau national de vente, ce sont des données publiques. Donc, ça concerne l'achat et la vente de substances actives en France. Donc là, c'est effectivement la substance biocide. La limite de ces données, c'est que les achats peuvent être faits à l'étranger ou en tout cas utilisés à l'étranger. Mais ça nous a quand même permis de pouvoir retracer dans le temps une estimation des quantités de substances actives vendues en France. Donc là, c'est pour les pesticides, par exemple, et de voir l'effet de différentes réglementations, donc les différents types d'interdictions. Et on voit bien qu'il y a effectivement une baisse des différentes substances en fonction de leur autorisation de mise sur le marché. Donc, ce qui nous intéresse encore plus, c'est pour les substances biocides. Et donc, quelque chose d'assez intéressant dans notre étude des pratiques, c'est la Covid-19. On voit en 2019 une augmentation notable quand même de l'utilisation des tonnages mis sur le marché de biocides en France, avec en particulier donc, le bleu qui concerne le mélange des benzalkonium C12 à C16. Donc, c'est quelque chose qui, quand j'ai posé le projet, il n'y avait pas encore le Covid-19, mais qui va un peu perturber nos études de la perception des risques, de l'utilisation de ces substances en tout cas, et peut-être de la perception des risques, versus une vision hygiéniste de nos comportements. Donc, il va falloir prendre en compte. Donc, au niveau de ces données, on était un peu déçus parce que c'est au final assez grossier et ça va être difficile à exploiter, mais ça nous donne en tout cas des idées d'évolution dans le temps. Et en tout cas, en ce qui concerne la réglementation, ça peut nous donner une idée de l'efficacité directe des réglementations sur les utilisations. Dans cette tâche 1, on a donc le postdoctorat d'Alessandro Arbarotti, qui vise à étudier la perception des risques et d'éventuels changements de pratiques
en ce qui concerne ces substances biocides à l'intérieur de maisons. Donc, ces objectifs sont de comprendre les pratiques des ménages dans l'usage des biocides, caractériser des variations possibles en fonction de la typologie du ménage, donc ce qui concerne l'âge, les CSP, la présence d'enfants, l'engagement environnemental, etc. Savoir quelles sont les représentations des risques associés à cet usage en fonction des produits. Donc après, est-ce qu'on peut parler de dissonance cognitive? Identifier les potentielles pistes pour réduire à la source l'usage de biocides. Donc, quelles sont les sensibilités des acteurs au risque quand ils sont connus? Quelles adaptations possibles? Donc, concrètement, il va travailler, donc lui, c'est plutôt un anthropologue, mais du coup, il va travailler à l'intersection entre la sociologie et l'anthropologie sociale. Il va s'intéresser à des projets qui sont terminés, comme le projet Cosmeto qui a été porté au Lésu, donc c'était sur l'usage de cosmétiques, et aussi Prime École 2, donc c'était aussi sur des biocides. Il va s'immerger dans l'intimité des ménages. Donc, l'idée, c'est de choisir un panel et d'aller enquêter directement chez les gens. Et, si possible, de lister tous les produits qu'ils ont à l'intérieur et de comprendre comment ils les utilisent, pourquoi ils les achètent, comment ils les stockent, etc. Donc, on va se baser, en collaboration avec notre programme de recherche, mais où on va étudier plus tard 2 bâtiments donc qui sont en cours de construction. Donc, on va essayer de définir des typologies de ces bâtiments. Au départ, on voulait faire quelque chose de représentatif de la population française, mais c'est trop difficile. Donc, on a préféré se restreindre à des profils d'habitants particuliers, mais qui soient de typologies différentes, pour essayer de mettre en évidence ces différences de choix, de pratiques et de raisons de pratique pour nous éclairer sur ensuite comment communiquer sur des futurs changements de pratique. Donc, il va réaliser des entretiens immersifs pour répondre à ces questions. Et on recherche des volontaires ou en tout cas des panels. Donc, si dans vos différentes institutions, vous avez accès à des gens qui souhaiteraient être enquêtés, ça peut être intéressant pour nous. Donc voilà, ça c'était la tâche 1. Après, j'irai peut-être un peu plus vite. Sur la tâche 2, l'idée c'est de quantifier les émissions à l'échelle du bâtiment et d'évaluer des risques. Donc, on va réaliser des échantillonnages d'air intérieur, donc chez des habitants volontaires. De même pour les eaux grises. Et en plus, pour les eaux grises, on va étudier un démonstrateur de réutilisation des eaux grises. Et pour les eaux de ruissellement, on va étudier un site dans le cadre d'un projet associé, donc le projet BRIC, sur le bassin d'Arcachon. Donc, on va quantifier les biocides et rechercher leurs produits de transformation. Très rapidement, les campagnes d'échantillonnage sur l'air intérieur, on va s'intéresser à la phase gazeuse et particulière et aux poussières. Donc, pour la phase gazeuse et la phase particulière, on va mettre une pompe chez des volontaires. Donc, on a choisi une trentaine, enfin, on n'a pas encore choisi, mais on va sélectionner une trentaine de participants sur la base du volontariat. Et on va aussi analyser les poussières. Donc, on va demander aux gens d'aspirer chez eux pendant 1 mois avec un sac neuf et de nous donner le sac ensuite. Et en collaboration avec le CSTB, on souhaiterait aussi avoir accès à des échantillons qu'ils ont déjà prélevés dans le cadre de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur sur des crèches, des logements et des écoles. Et pour chaque site échantillonné, on va demander aux participants de remplir un questionnaire pour définir leurs pratiques et caractériser le logement. Donc, voilà quelques résultats d'une étude préliminaire sur des poussières dans les logements, que c'était lors d'un stage de M2 l'année dernière. Donc, 12 logements franciliens ont été échantillonnés. Et sur les 18 substances qu'on avait analysées, 18 substances biocides, il y en a 16 qui ont été détectées au moins une fois. Et pour 14, il y avait plus de 50% de fréquence de quantification. Et un peu comme on avait vu dans les eaux usées, les maximums de concentration se retrouvent pour les benzalkonium et les isothiazoïnones, donc qui sont peut-être des marqueurs assez intéressants de nos utilisations domestiques. Il faut savoir que les benzalkonium, ils sont dans tous les produits désinfectants qu'on utilise depuis le Covid, encore plus qu'avant. Pour les eaux grises, on a déjà travaillé au Lésu sur ce genre de matrice. Donc là, on les laisse de reproduire ces échantillonnages. Donc pareil chez des volontaires qui font eux-mêmes leurs échantillonnages après une formation sur comment bien prélever. Donc on va prélever des échantillons de vaisselle, de lave-linge, de douche, de lavabo et de lave-vaisselle.
Et chaque volontaire va remplir de la même façon un questionnaire, comme pour l'air intérieur. Et en plus de ça, donc ça c'est aussi en lien avec la tâche 4 de changement de pratique, donc pas de consommation cette fois-ci, mais de traitement. L'idée, c'est de réutiliser les eaux grises traitées à l'intérieur du bâtiment, par exemple dans les chasses d'eau. Et donc, les yeux, on s'intéresse à la phytoépuration des eaux grises en toiture. Donc, pourquoi? D'abord parce que c'est des solutions low-tech, qui sont moins énergivores et moins techniques que les choses qui sont pour l'instant mises en œuvre, comme de l'osmose ou de la désinfection. Et surtout, il n'y a pas d'empreinte au sol, ce qui est important dans les zones très urbaines, enfin des urbaines denses. Donc la question qui se pose, qui est en dehors du projet Biocidatum et qui est quand même importante, c'est de définir des qualités d'eau propre qui soient validées par les agences régionales de santé, qui peuvent être variables en fonction de l'usage choisi. Donc si c'est uniquement pour des chasses d'eau, si on veut mettre dans les lave-linges, faire de l'arrosage. Et un traitement qui dépend aussi de la caractérisation de la ressource. En particulier, les eaux de cuisine sont assez difficiles à traiter. Donc pour ça, on va suivre les performances d'un prototype. Et donc, on a sur la cantine de la Sopréma à Strasbourg, un filtre planté a été installé pour traiter les eaux grises de la cantine. Donc au début, on voulait mettre toutes les eaux grises. On s'est rendu compte que tout ce qui était eau de cantine, c'était vraiment très compliqué. Donc pour l'instant, on se limite à leur douche et au lavabo. Et c'est déjà difficile. Donc très rapidement, il y aura, donc là, c'est juste des photos du dispositif pour information. Il y aura un suivi mensuel qui est en cours de réalisation, en entrée et sortie du filtre. Et on suit des paramètres génériques, des paramètres biologiques et aussi des biocides. Enfin, en termes d'échantillonnage, on va s'intéresser aux eaux de ruissellement de bâtis, donc en cas d'un projet briques à Arcachon, sur un quartier résidentiel, alors qui est en cours de construction. Donc, on a déjà pris du retard à cause du Covid. Les bâtiments n'ont pas été construits aussi vite que ce qui était prévu. Donc, on est en attente de notre site, mais l'idée, c'est que ce soit des bâtiments neufs avec des matériaux de construction sur lesquels, qui contiennent sûrement des biocides du fait d'un traitement curatif ou préventif, et de comprendre l'émission des biocides dans les eaux de ruissellement. Et en particulier, dans ce bassin, il y a une nappe phréatique affleurante. Et comme les eaux sont gérées à la partielle, donc en particulier avec de l'infiltration, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon s'interroge sur les risques de contamination de leur nappe phréatique par les biocides. Donc, c'est l'objectif de ce projet. Et donc, l'idée, c'est d'échantillonner, une fois que les bâtiments seront construits, les gouttières en pied de façade, les gouttières de toiture, d'échantillonner du sol, des ouvrages d'infiltration et dans la nappe phréatique. Donc, il y a 7 points de la nappe phréatique qui sont autour de ce quartier qui vont être échantillonnés et on a un objectif de modéliser les émissions à l'échelle du quartier à partir de ces données. Donc voilà, ça c'était pour la tâche 2. Donc la tâche 3, rapidement, là, l'idée c'est de faire un changement d'échelle. Donc on va échantillonner dans les rivières et les nappes et essayer de modéliser le transfert depuis l'émission jusqu'au milieu récepteur. Donc là, on ne sait pas encore comment on va faire, mais l'idée c'est d'établir un lien entre les mesures d'émission à petite échelle, les données d'usage et d'essayer d'agrandir l'échelle en fonction du transfert. Donc pour le ruissellement, supposer qu'on aurait un transfert en réseau et un rejet classique ou pluvial, et simuler des flux dans un modèle de ville théorique avec un réseau d'assainissement classique qui servira ensuite à comparer les modes de gestion dans la dernière tâche. Voilà. Donc ça, c'est encore c'est un modèle théorique pour une ville théorique. L'idée, c'est de prendre des données d'entrée simples, comme la quantité de biocides par usage, par habitant, par an, d'essayer de faire le lien avec ce qu'on aura mesuré en concentration et en flux d'eau, et de l'appliquer à un nombre et une catégorie d'habitants qu'on définirait dans notre ville théorique. Pour le ruissellement, ce serait la même chose, mais avec en plus comme données d'entrée les caractérisations de l'habitat et des données météorologiques. Et ensuite, on souhaite estimer les flux émis par cette ville théorique et pouvoir appliquer des flux annuels théoriques rejetés au milieu. Donc l'idée là, c'est de pouvoir prioriser les leviers d'action en fonction du type de ville qu'on pourrait définir, de différents types de villes qu'on pourrait définir. Donc ça reste encore à construire, hein.
Et l'idée, c'est de pouvoir, en tâche 4, réutiliser ce modèle en fonction de différents scénarios de pratique qu'on pourrait mettre en place. Donc, pour les eaux pluviales, des systèmes d'infiltration. Pour les eaux usées, un traitement qui pourrait être avancé. Pour les eaux grises, de la phytoépuration et une réutilisation intérieure du bâtiment. Et comparer aussi à ce qui pourrait être fait en réglementation. Voilà. Donc, pour conclure, et peut-être repasser un petit moment d'échange si on a le temps, en lien avec Égout, je ne sais pas si les biocides pourraient être un bon traceur. En tout cas, ils sont liés à un usage domestique. Par contre, il faut peut-être creuser sur les questions de dégradation. Je pense qu'il y a un intérêt sur l'échelle, parce que moi, je suis à l'échelle très amont et ensuite, je veux m'intéresser à l'échelle très aval. Donc, Égout, ça me semble être au milieu, donc c'est intéressant. Et on a sûrement des questionnements communs sur des pratiques de consommation, sur des perceptions des risques et sur une implication des citoyens dans ces questions de santé et environnement. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'ai mis mon adresse mail si vous avez des questions. Et peut-être que maintenant, on peut échanger si vous avez des questions. Merci Adèle. Nada, si ça ne te dérange pas, je prends la main sur les questions. Juste remettre le cadre de ton intervention, de ton webinaire, Adèle, dans le projet Égout. L'idée, c'était de répondre à des questions qui ont été posées notamment lors de la journée de lancement pour voir quels étaient les traceurs, quelles étaient les hypothèses de recherche, les questions. Et ça, on en rediscutera. On a voulu montrer les mutualisations possibles entre des projets existants. Donc, merci d'avoir assuré ce webinaire et répondu à la demande. Ça s'inscrit dans un long cycle de webinaires où on va aborder différentes questions. Moi, j'ai plein de questions qui te seront adressées à toi ou à Elisabeth ou à Mélissa, ou enfin, appelant des réponses multiples. Avant que je commence mes questions, est-ce que vous avez des questions dans l'assistance? N'hésitez pas soit à lever la main ou soit à prendre directement la parole. Thomas? Oui, j'ai juste une question par rapport à la traçabilité, parce que dans ton webinaire, tu présentes beaucoup de références bibliographiques dans lesquelles tu trouves l'information. Mais finalement, est-ce que l'ANSES est-ce qu'on sait dans quel produit manufacturé il se trouve et en quelle quantité? Est-ce que l'information, on en dispose ou est-ce qu'il faut plutôt faire comme vous allez le faire dans Biocidatome, aller finalement investiguer directement sur le terrain pour le savoir de manière précise, quoi? Donc, l'ANSES, avec Rich, l'ANSES a des informations, mais qui ne sont pas publiques. Donc, on ne peut pas y avoir accès, même en ayant l'ANSES comme partenaire. Donc, la réponse est plutôt non. On ne peut pas avoir accès à ces informations. C'est pour ça qu'on s'embête par différents moyens. Donc, en allant chez les gens, donc là, on a un stagiaire qui fait tous les rayons de Lidl, Monoprix, des magasins de bricolage. Donc, il regarde tous les produits un par un. Tous les gels douche, tous les savons, tous les produits ménagers, les lessives, et pour regarder dans lesquels il y en a. Donc c'est une information voilà, intéressante, mais on n'a pas la quantité par contre. Donc, ce qu'on a, c'est dans la réglementation les maximums. Enfin, quand la réglementation s'applique, on a le maximum d'autorisé. Donc, on pourra essayer. Enfin, ce que j'ai imaginé, c'est peut-être utiliser ça ou faire une forfaite, peut-être. Mais quel que soit le moyen qu'on essaye d'utiliser, on n'arrive pas à avoir l'information précise. Ce que j'avais espéré imaginer au début, pouvoir mettre dans mes modèles simplifiés. Hein. Mes modèles, c'est des règles de 3. Hein. Quand je dis modèle, c'est vraiment des calculs de flux, voilà, des modèles flux sources. Ça va être difficile de mettre cette donnée d'entrée. Ça va être des approximations. Et il y a des produits pour lesquels je n'arrive pas à obtenir des informations. On ne peut-être pas assez creusé, mais je pense que certaines de ces molécules, comme les isothiazolines, sont utilisées comme conservateurs aussi dans les médicaments. Et ça, je ne sais pas où trouver cette information. Dans les produits vétérinaires, on a un peu plus d'informations. Et même l'ANSES, qui est partenaire un peu du projet, n'arrive pas à nous donner cette information. Soit ils veulent pas parce qu'ils ne sont pas autorisés à la donner. Ce sont des données
je sais pas comment. Enfin, les industriels ne veulent pas que ce soit diffusé, quoi. Ok. D'autres questions? J'avais juste une question sur... bonjour, Maurice Bonjour. Alliot, je suis de Métis, un collègue de Thomas. Est-ce que vous avez pensé au DEET comme molécule? Il ne me semble pas l'avoir vu, le DEET, qui est un répulsif anti-insecte assez utilisé que nous, on retrouve pas mal, notamment quand on fait des transects sur la Seine ou sur la Marne. Qui est analysable aussi en LCMS-MS, en GC, mais aussi en LCMS. Bah, je ne sais pas pourquoi on n'a pas... Il ne me semble pas l'avoir vu, donc non, elle n'y est pas, c'est sûr. C'est pour ça que je me permets. Oui. C'est qu'en fait, à la base, les molécules qu'on avait sélectionnées, c'était vraiment... On était parti des matériaux du bâti. Et donc après, on en a rajouté un peu. Et effectivement, le DET, ça pourrait être intéressant de rajouter. C'était juste ça. Oui. Elisabeth? Merci. Oui, merci beaucoup, c'est passionnant. Elisabeth, donc moi je suis à la ville de Paris et je m'occupe des relations entre la ville et les chercheurs qui travaillent sur des questions de transition. Et en fait, je me suis juste demandé en vous écoutant où vous en étiez du coup. Vous l'avez un peu évoqué, le fait que vous étiez à la recherche du coup de population d'enquête, notamment pour la tâche 1 et peut-être aussi 2. Est-ce que vous avez avancé du coup sur cette question ou est-ce que éventuellement on pourrait vous aider à trouver des habitants volontaires peut-être? Et du coup, l'autre partie de ma question concerne peut-être plutôt Jérémy et les membres d'Égout. Est-ce que c'est pertinent ou pas de prévoir une mutualisation de ce point de vue-là? Je ne suis pas sûre, mais peut-être que si. Mais du coup, ça, c'est vous qui avez la main. Donc, voilà. Où vous en êtes et qu'est-ce qu'on pourrait faire quoi, de commun? Donc, pour l'instant, au niveau de l'avancement, on a plus mis en place les méthodes analyse, échantillonnage. Donc là, on va commencer bientôt les échantillonnages. On n'a pas encore choisi nos volontaires, que ce soit pour les échantillonnages ou pour les enquêtes. Donc, peut-être on vous diffusera à tous aussi les invitations à participer. Donc, pour les échantillonnages, c'est assez difficile de trouver des gens motivés parce que ça demande un peu de participation. Donc, si vous serez les bienvenus, si vous avez envie qu'on analyse vos poussières et vos eaux grises. Et ensuite, pour l'enquête sociologique, on est en train de réfléchir du coup à ce panel. Donc là encore, on n'a pas encore nouveau. Enfin, là, ils ne seront pas volontaires, mais ils seront les enquêtés, on va dire. Voilà, toute idée sera intéressante. Après, je ne sais pas s'il faut mutualiser, parce que quand on fait l'étude sociologique, il ne faut pas que les gens soient trop prévenus à l'avance. Enfin, il aurait fallu que j'invite mon collègue sociologue pour... moi, je suis chimiste dans le projet. Je n'ai pas précisé ma discipline, mais moi, je suis chimiste, donc je laisse mes collègues sociologues faire. Mais en tout cas, une fois qu'on aura défini les critères de sélection, qui est en train d'être fait, on sera en recherche de trouver des gens. Donc peut-être qu'on pourra faire appel à vous au moins pour avoir des contacts. Oui, complètement, ouais. Mais effectivement, du coup, les modalités ne sont pas tout à fait les mêmes, je pense, Jérémy, parce que dans l'Égout, il y a quand même un volet recherche participative, ce qui est pas votre cas. Là, vous cherchez une population d'enquête, justement, qui soit plutôt, j'allais dire, neutre du point de vue de l'intérêt que ces populations pourraient porter à ce sujet, quoi. Alors, je suis peut-être passé vite sur la dernière tâche, parce que je voyais le temps qui passait, je ne voulais pas retenir trop longtemps. En fait, dans la dernière tâche, on va aussi, sur une des parties, la première enquête, les gens, il faut qu'ils soient neutres, qu'ils ne soient pas trop informés, voilà, qu'ils viennent de façon neutre. Et ensuite, sur des gens qui pourraient être motivés ou intéressés, l'idée serait d'essayer de les sensibiliser et de voir l'impact sur la qualité des eaux grises et la qualité. Donc là, il faudra que ce soit à la fois des enquêtés et des échantillonnés. Voir si un peu en étant raisonnable sur le nombre d'échantillons et donc sur les conclusions qu'on pourra tirer ensuite. Mais... l'idée à la base, c'était avec le projet FitUp, on a des démonstrateurs de réutilisation des eaux grises à l'échelle d'un bâtiment d'habitation, enfin d'un immeuble d'habitation, qui vont être construits. Et donc l'idée, c'était de faire le projet Biocidatum sur ces immeubles, où là, on aurait eu beaucoup de gens, donc on aurait pu faire de la sensibilisation. Mais avec le Covid,
tout a pris 2 ans de retard, donc c'est foutu pour le projet. C'est pour ça que je me suis rabattue sur des volontaires où ça va être beaucoup plus dur de voir un effet global des changements, enfin, d'une sensibilisation d'une population. Donc juste, je complète un petit peu par rapport à ce qu'on prévoit pour la participation citoyenne dans EGOO. En fait, nous, on aimerait les impliquer même en amont dans le choix de ce qu'on va mesurer et de faire le lien avec leurs pratiques et comment on interprète les résultats des mesures géochimiques. Donc, il y a tout un processus qui va durer sur plusieurs mois où on va travailler avec les mêmes citoyens. Mais oui, avec plaisir pour en discuter. Je vois Lionel qui lève la main. Ouais. Elisabeth, je répondrai plus tard, après l'intervention de Lionel, sur l'ensemble des questions de mutualisation. Lionel? Ok, oui, merci, bonjour. Donc, Lionel Scotto d'Apollonia, je vais faire un rapide commentaire et on pourra revenir a posteriori dessus, aujourd'hui ou peut-être un autre jour. Donc, moi, je suis spécialiste en sciences participatives, je coordonne, notamment financé par l'ANR, qui implique des citoyens de la métrologie, donc pas de la même manière que vous le faites, mais avec les mêmes modalités, jusqu'à l'appui à l'action publique et notamment en coordination avec les collectivités, les élus, les agents. Le petit commentaire que je voulais faire très, très synthétique, c'est que alors, votre projet est passionnant, moi j'apprends beaucoup de choses, merci. Sur sa dimension sciences participatives ou recherche-action participative en tant que telle, c'est-à-dire à analyser les effets de la portée d'un tel projet, à la fois sur les pratiques, mais peut-être aussi chez les vendeurs, etc., la législation telle que vous l'avez énoncée. Il y a toute une réflexion en amont qui nécessite d'être opérée. Et si je comprends bien la façon dont tu as présenté le projet, il y a une forme d'hybridation des modalités de recherche. Quand je parle d'hybridation, c'est-à-dire une dimension un peu anthropo, ethno-socio, où on va chez les habitants pour voir les pratiques, c'est-à-dire ce grain qualitatif. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Ça permet d'avoir des éléments d'analyse et une objectivation de ce qui se fait à l'intérieur des foyers. Malheureusement, la littérature montre que ces approches sont insuffisantes dès lors que l'on veut être véritablement dans l'accompagnement et l'aide à l'action publique pour avoir un effet positif sur l'objectivation de ce qui aura été fait à partir de la métrologie. Voilà. Je limite mon commentaire de manière très, très synthétique exprès. On pourra y revenir dessus si vous le souhaitez. Je ne suis pas sûre d'avoir compris, je suis désolée. Alors, j'essaye de noter un peu pour le retransmettre à mes collègues sociologues que j'aurais dû inviter, j'ai un peu oublié. Alors, dans la construction des tâches et de la construction de l'interdisciplinarité entre sciences humaines et sociales et en gros chimie, moi j'ai l'avantage d'être physicien de formation et j'ai fait ma thèse en sociologie, donc j'ai un peu un couteau suisse, j'arrive un petit peu à avoir l'ensemble des éléments. Je pense que dans la modalité de sciences participatives, il y a encore une réflexion à faire, même si le projet a été déposé et accepté, dès lors que vous voulez être dans analyser les effets de la portée du projet, et notamment en termes de changement de pratique. Ok. Voilà. Je me permets de m'exprimer en tant que comité miroir, en fait. C'est la réflexivité que vous apportez à travers ma présence ici. Aucun problème. Au contraire, on est preneur de tout avis et de toute réflexion. Ouais, merci Lionel. Je pense que ça transpire dans les deux projets, dans Biocidatum et puis dans EGOO, on a des questions qui sont partagées. Et c'était aussi l'objectif de la présentation d'Adèle. Donc, je vais évoquer un petit peu les questions de mutualisation, Elisabeth. Et comme j'aime bien retourner les questions, je vais te solliciter toi. J'aurais aimé solliciter Mélissa. Je vais solliciter un peu tout le monde sur ces questions-là. Dans EGOO, on en est encore à la phase d'affinement de la stratégie. Quel secteur on analyse, quelle temporalité on étudie, quel traceur on va utiliser. Et moi, j'aimerais savoir, par exemple, alors tu ne vas pas pouvoir me répondre tout de suite, Elisabeth, mais quel peut être l'intérêt de la ville de Paris sur
les biocides tels que les a présentés Adèle. J'aurais aimé que Mélissa nous dise si voilà, c'est des traceurs qui sont déjà, ou Adèle, tu peux répondre, est-ce que c'est des traceurs qui sont déjà suivis dans le cadre de l'Observatoire de la ville du SIAP? Non, Thomas, oui, tu fais. Si, les biocides, Si. du coup, ont été ajoutés, enfin, pas ajoutés, mais font partie des biocides. Pardon, des substances suivies dans le cadre de l'Observatoire du SIAP. Et est-ce que dans le cadre de EGOU, on augmente ce suivi ou on augmente la résolution spatiale? Tu as parlé d'emboîtement d'échelle, ça peut être intéressant dans le cadre d'EGOU. Et puis sur la partie relation avec les citoyens, on a certes des actions de recherche participative, mais on a aussi prévu des questionnaires, des enquêtes qui sont déconnectées des actions de recherche pour mieux comprendre ce que l'on mesure. Donc là-dessus aussi, Adèle, si tu as des terrains, alors nous, on est très centré Paris, mais s'il y a des moyens de mutualiser ces enquêtes, on posera des questions sur l'alimentation, on posera des questions sur la santé, mais pourquoi pas aussi des questions sur l'utilisation de biocides. Et donc, on doit pouvoir mutualiser là-dessus. Elisabeth, je te laisse la parole pour peut-être répondre à la question de l'intérêt de la ville de Paris sur ces molécules. Alors oui, en effet, je vais avoir du mal à répondre moi-même, n'étant pas dans les services spécifiques. J'ai du mal à croire que ça n'intéresserait pas la ville. Alors, ce que je peux essayer de faire, c'est voir si Marie-Pierre est connectée et a un avis sur la question, parce que je vois qu'elle est là, mais peut-être que, comme elle a pris en cours de route, elle est peut-être... Oui, bonjour Elisabeth. Oui. Ouais, Salut, oui, effectivement, je suis un petit peu perdue là, j'avoue. On va peut-être prendre un peu le temps de la réflexion en interne, mais je suis d'accord. Je pense que ça peut intéresser côté ville, voire avec nos amis aussi de l'assainissement potentiellement. Ah oui. Après, ils étaient la ville de Paris via le STEA était partenaire de la thèse de Claudia Payens, donc c'est eux qui nous ont fait certains des échantillonnages. Enfin, Ouais. je ne sais pas si c'est leur... Enfin, ouais. En tout cas, ils étaient au courant de la thèse de Claudia Payens. Et il faudrait voir. Ouais. Et dans le cas du programme Opure aussi, du coup, c'est des substances qu'on suit. Mais effectivement, Jérémy, c'est sûr que là, c'est dommage qu'il n'y ait personne de chez nous au service parisien de santé environnementale. Je pense qu'ils auraient eu aussi des choses à dire sur la question. Mais bon, je peux tout à fait me reboucler sur cette question-là assez facilement, quoi. Mais là, on a un peu du mal à répondre comme ça à la place des collègues, quoi. Alors, je vais fonctionner autrement. Pour rappel, dans le compte-rendu de la réunion de lancement, il y avait la proposition qu'on alimente un fichier sur les traceurs. Donc, Adèle, je vais te donner des devoirs à la maison. Je n'ai aucune autorité pour ça, mais je pense que ce serait bien. Il y avait une catégorie biocide, mais elle est très limitée pour le moment. Donc, ça serait peut-être intéressant que tu complètes et faire un rappel aux collègues de la ville de Paris d'aller regarder ce fichier qui va continuer d'être alimenté et puis d'indiquer les traceurs ou les thématiques, les usages qu'ils considèrent importants et que nous devrions suivre. À la fois en temporel, mais pour rappel, il y a une Camille qui est dans mon mur d'image là, une Camille qui espère avoir des échantillons des bassins de décantation assez rapidement. Et pourquoi pas intégrer les biocides? Je ne te mets pas de pression, Camille. De toute façon, c'est Olésuk se ferait les mesures, je pense. Mais pourquoi pas intégrer les biocides dans cette cartographie? Je pense, Adèle, ça peut nourrir aussi Biocide at Home pour mieux percevoir où sont ces molécules et comment elles sont concentrées à l'échelle de la ville de Paris. En fait, c'est des molécules souvent qui sont un peu plus hydrophiles, enfin, un peu moins hydrophobes que d'autres. Donc, elles sont plutôt dans le dissous. Donc là, c'est des bassins de décantation, c'est les particulières, c'est ça. Ouais. Mais les benzalkonium, par exemple, ça peut être intéressant quand même. Mais on retrouve aussi des hydrophiles dans des sédiments. Thomas? Après, on a fait dans le particulier, mais et on en trouve aussi. Mais comme nous, c'était dans les échantillons d'eau, on avait moins de matière, donc peut-être avec plus de matière. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je vous donne quelques infos? Je vais essayer d'être rapide dans la livraison des infos.
Non, alors très rapidement. Merci Lionel de rappeler qu'on a un comité miroir qu'on n'a pas encore trop sollicité. D'une part parce que j'ai cru comprendre que pour engager, il fallait ménager. Et dans ce comité miroir, il y a pas mal de personnes qui ont beaucoup de missions à droite et à gauche. On a entre autres des élus. Donc nous, on attend d'avancer un petit peu sur le projet avant de vraiment engager le comité miroir, d'avoir des responsables. Hein. On avait dit qu'il fallait un président ou une présidente du comité miroir. Donc on attend un petit peu. Néanmoins, vous avez accès à l'espace corps sur lequel on met les comptes rendus de réunion quand on arrive à les faire valider. Ça va venir à l'automne, je pense qu'il y aura des infos. Peut-être que je devrais envoyer de manière plus régulière au comité miroir les comptes rendus des réunions qui sont validés. On est toujours en phase de construction, de discussion. On rythme aussi le projet avec des réunions de COPIL. On aura une réunion de COPIL demain. Peut-être que je devrais aussi davantage informer l'ensemble des acteurs des goûts de ces réunions, de manière à ce que vous puissiez poser des questions sur l'avancement du projet. Sur le site web, on a mis un agenda qui contient l'ensemble des événements du projet, les webinaires, les réunions de COPIL, d'autres réunions qui sont prévues. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de cet agenda. Pour info, mais on en discutera demain en COPIL, on va devoir faire le plan de gestion des données assez rapidement. On va vous soumettre un document dans lequel vous pourrez mettre la manière dont vous gérez vos données. Et puis, l'espace corps, c'est l'espace dans lequel vous avez les informations sur le projet. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes d'accès, je soupçonne qu'il y a beaucoup de problèmes d'accès. Personne n'ose en parler. Donc, n'hésitez pas à l'envoyer. Adèle, moi, j'aimerais bien peut-être qu'on envisage de regarder les biocides. Quand j'ai vu l'évolution dans le temps, que je vais appeler long sur quelques années des biocides, j'aimerais bien regarder quand même dans des carottes de sédiments si on retrouve ces variabilités, même si tu nous as alerté sur le fait que c'était plutôt des hydrophiles. Donc à voir. Je crois que c'est tout en termes d'informations à vous communiquer. Nada, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, les prochains webinaires. Oui, je peux mettre dans le chat les dates des 2 prochains. Donc, il y a toi, Jérémy, le 7 juin et Sophie Barral de la ville de Paris le 21 juin. Ouais. On va essayer de mettre aussi sur le site web, d'animer le site web avec des actualités qui sont soit liées au projet, soit des actualités extérieures ou des éléments de, je ne peux pas dire vulgarisation, mais des supports de communication qui existent par ailleurs et qui alimenteront le site web. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Un grand merci à tous pour votre participation et puis n'hésitez pas à nous solliciter quand vous avez des problèmes. Thomas, tu veux peut-être nous livrer une information ou... Une information utile à tout le monde ou juste pour mon bon plaisir? Je suis papa depuis 15 jours. Je pense que cette information qui doit faire... voilà. Bon, félicitations. Donc j'espère que les cernes ne se voient pas trop, mais voilà, tout va bien. Nickel. Super. Encore merci Adèle. C'était bien. Ouais, merci de m'avoir invité. C'est intéressant. Ouais, merci Adèle. Merci bientôt. beaucoup. Et Merci. juste un dernier truc, Adèle, je ne sais pas si vous avez mon mail, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin à court ou plus moyen terme, justement pour cette question d'accéder à des habitants. Il y a plusieurs dispositifs à la ville auxquels on peut réfléchir. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer par moi, quoi. Je me ferai le relais. Merci beaucoup. Je note. Hein. Faut pas me faire... Oui. Je suis là pour Mais en ça. tout cas, vous tous, si vous voulez qu'on analyse vos poussières, vos zones, n'hésitez pas à transférer. De toute façon, les mails d'invitation. C'est toujours rigolo. Hein. On va voir si vous faites bien votre ménage. Bon. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Au revoir.